Bonjour tout le monde, alors ça y est, on a eu un premier trailer, un premier vrai trailer de Dragon Ball Xenoverse 3, et surtout on a enfin les premières interviews du producteur Masayuki Hirano, puisque hier, donc avec le trailer qui a été publié par Bandai Namco, il y a eu aussi la fin de l'embargo, ce qui fait que les créateurs de contenu et la presse ont enfin pu publier leurs interviews et aussi leurs premières impressions sur la première démo technique qu'ils ont pu voir en direct à l'écran et pour certains tester. Alors là, je vais vous proposer une première interview du producteur, donc qui a été faite par le site anglais The Outer Heaven, je sais pas comment on le prononce, et qui est donc une interview qui a eu lieu lors du Summer Game Fest 2026, qui a eu lieu la semaine dernière. Donc c'est déjà une interview qui a été faite évidemment il y a une semaine. Normal, il y a eu un embargo, c'est toujours comme ça, et Bandai Namco demande aux gens d'attendre telle date précise pour publier afin que tous les médias soient tous sur le même pied d'égalité. Donc on est le 24 juin, c'est parti, on peut enfin voir cette interview de Masayuki Hirano, le producteur de la série. Alors je vais essayer d'aller très vite pour aller droit au but vers l'interview, mais vous avez un article sur dbz.com sur lequel je vous résume ce qu'il faut retenir avant l'interview complète, qui est juste en dessous, et ce qui ressort principalement de l'interview. En gros, si vous avez la flemme d'écouter l'interview, je vais juste vous lire ce paragraphe-là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Xenoverse 3, l'équipe elle ne cherche pas seulement à prolonger Xenoverse 2, puisque Masayuki Hirano explique que le jeu veut proposer une nouvelle façon d'entrer dans l'univers de Dragon Ball, avec un monde inédit, plus de connexions entre les personnages, et davantage de possibilités de personnalisation. Et je peux vous le dire, avec le mot connexion, il y aura aussi des connexions entre les mondes et les dimensions temporelles, mais ça on le verra dans de futurs trailers je pense. L'âge 1000, donc l'âge 1000 qui était le nom de code du jeu au début, est présenté comme un cadre central. Hirano précise que cette version du monde ne reprend pas directement Dragon Ball Online, vous le verrez plus tard, il faut pas du tout croire que Xenoverse 3 c'est Dragon Ball Online, c'est pas vrai du tout. Mais par contre, Bandai Namco s'est appuyé sur les ressources laissées par Akira Toriyama, c'est-à-dire le lore, tout ce qui tourne autour des documents, des designs des personnages et des éléments de construction de l'univers. Donc là je vous ai mis un visuel de Dragon Ball Online, vous connaissez déjà pour certains, pour les autres qui connaissent pas, c'était un MMORPG géant, un peu comme World of Warcraft, dont les premières phases de bêta avaient eu lieu autour de 2009-2010 et qui était sorti uniquement en Taïwan et en Corée, mais finalement qui avait été annulé dans le reste du monde. Bref, le producteur il insiste aussi sur une volonté claire, éviter que les joueurs se retrouvent tous à utiliser le même style de combat optimisé, le passage au cooldown, donc là c'est une nouveauté, vous allez le voir, désormais il y aura des temps de recharge après chaque attaque, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, chaque attaque spéciale ou chaque attaque ultime, vous pouviez les faire autant que vous vouliez, tant que votre jauge de ki le permettait. Aujourd'hui, ce sera plus le cas. Il y a désormais un temps d'attente entre chaque attaque. Et donc ça, c'est fait pour encourager la variété des combats. Et ça, c'est vraiment une bonne idée aussi. Alors maintenant, je vais vous passer l'interview complète. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici Monsieur Masayuki Hirano ici. Alors, donc les questions, c'est les questions du site Outer Heaven que je vous ai mis plus haut avec le lien. Et on va commencer tout de suite. Vous développez les jeux Xenoverse depuis longtemps. De mon point de vue, quand on regarde la progression des jeux, le premier ressemble un peu à un prototype de la manière dont les mécaniques fonctionnaient. Xenoverse 2, quant à lui, ressemble à un perfectionnement de ces systèmes pour créer l'expérience ultime. Quel est votre objectif avec ce Xenoverse 3 ? Masayuki Hirano répond : tout d'abord, merci d'avoir joué à Xenoverse 1 et 2, et j'apprécie que vous disiez que Xenoverse 2 a perfectionné ce que le premier essayait de faire. La façon dont je vois la franchise Dragon Ball Xenoverse, c'est que nous voulons toujours proposer de nouvelles expériences Dragon Ball. Quelque chose que les joueurs n'ont jamais vu ou expérimenté auparavant. Cela se répercute généralement sur les systèmes et les mécaniques. L'un des principes directeurs du développement, cette fois-ci, c'est le mot-clé « connexion », que vous avez vu pendant la présentation. Donc ça, c'est la présentation presse qui a été faite uniquement à la presse. Cela peut inclure la connexion entre les lignes temporelles, et c'est pour ça que là, je fais un petit coucou à Dragon Ball Heroes, puisque Dragon Ball Heroes, c'est plein de connexions entre les lignes temporelles, et bien sûr entre les joueurs, puisque le mode coopération, apparemment, il sera ultra poussé. Alors Xenoverse 3 se déroule à l'âge 1000, ça c'est toujours Hirano qui parle, Il y a cette connexion là, mais aussi la connexion avec d'autres personnages. Vous l'avez vu avec le Soul Change et le Soul Assist, alors ça c'est deux fonctionnalités qui vont vous permettre de changer votre âme avec un personnage célèbre de Dragon Ball. On peut le voir dans les mécaniques, dans le cadre du monde, etc. Et je pense que nous serons capables de proposer quelque chose de différent, quelque chose qui ajoute beaucoup par rapport aux épisodes 1 et 2. Question numéro 2. Xenoverse 2 a reçu énormément de soutien de la communauté, mais aussi du côté du développement avec les DLC et les extensions. Quel a été le facteur décisif pour passer de Xenoverse 2 à Xenoverse 3 ? Le producteur répond : Xenoverse 1 et 2 ont bénéficié d'un immense soutien de toutes parts, ce qui nous a permis de les faire vivre aussi longtemps.
Mais lorsque je faisais une tournée presse similaire pour Xenoverse 2, c'est-à-dire en 2016, je m'étais engagé à assurer une année de support supplémentaire. Je ne savais pas que nous allions finalement vivre un voyage supplémentaire de 10 ans, rendu possible par les fans. Xenoverse 2 consistait à explorer les profondeurs du monde de Dragon Ball. Il y avait d'autres choses que les joueurs voulaient faire. Il y avait donc peu d'expansions horizontales que Xenoverse 2 pouvait réaliser. Nous sommes allés très verticalement et très en profondeur en pensant aux joueurs qui voulaient faire ceci ou faire cela dans l'univers de Dragon Ball. C'est devenu un facteur moteur dans notre réflexion sur ce que nous devions faire. Repenser ce que Xenoverse pouvait être. Donc, tout en continuant à assurer le support en direct de Xenoverse 2, nous préparions discrètement, sous la surface, ce que Xenoverse 3 pourrait être. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, de mon avis personnel, j'ai toujours dit que Dragon Ball The Breakers, qui est un peu une passerelle entre Xenoverse 2 et Xenoverse 3, a été fait finalement. Parce que les histoires de changement d'âme, c'est quelque chose qui est très présent dans Dragon Ball The Breakers. Alors, question numéro 3, c'est peut-être une référence très précise, mais Dragon Ball Xenoverse 3 se déroule à la même époque que le MMO Dragon Ball Online, c'est-à-dire à l'âge 1000. Y aura-t-il des similitudes de structure ou d'histoire entre ces deux jeux ? Et là, le producteur est très clair. Il dit « C'est un sujet sur lequel je ne pense pas pouvoir aller trop en profondeur, pour ne pas spoiler. Je peux dire que ce monde de l'âge 1000, contrairement au MMO, est quelque chose sur lequel Toriyama Sensei a beaucoup travaillé. Du lore jusqu'au cadre, en passant par le monde et le design des personnages, nous ne puisons pas tellement dans la version online. Nous construisons plutôt cela depuis le départ, en utilisant les ressources que Toriyama Sensei a laissées derrière lui. » Question suivante. L'une des fonctionnalités principales de la présentation montrait le Soul Assist avec la possibilité d'utiliser la capacité d'un autre personnage qui vient aussi aider pendant l'attaque. Est-ce une évolution du système de mentor qu'on avait vu dans Xenoverse 2 ? Le producteur répond « Je ne sais pas si je dirais qu'il s'agit d'un substitut ou d'un remplacement à cet égard. Bien sûr, nous reconnaissons et savons que les joueurs, comme les fans, veulent jouer et interagir avec les personnages iconiques de Dragon Ball. Je ne sais pas si cela sera une relation de type mentor et élève, et il y aura plus d'informations à venir. Donc attendez cela avec impatience. C'est un élément que nous considérons comme important pour le cœur du gameplay. » Question suivante. Quelle était la logique derrière le fait de changer les compétences qui utilisaient la barre de ki pour les faire passer à des temps de recharge, c'est-à-dire les cooldowns, Et là le producteur y répond, dans les précédents Xenoverse, les épisodes 1 et 2, si vous rencontriez un ennemi puissant, je pense que tout le monde avait tendance à converger vers une optimisation consistant à spammer plusieurs attaques. Alors là c'est clair, ceux qui avaient l'attaque de l'empereur, là, l'attaque de Golden Freezer, on spammait tous cette attaque-là quand il fallait jouer contre un boss, donc là-dessus ils nous ont très bien cernés. Nous voulions que les joueurs, cette fois, puissent voir toute l'étendue de l'univers de Dragon Ball. Jouer différents styles de jeu, différents types d'attaques, différents types d'expériences et de compétences. Nous voulions être plus accommodants afin que davantage de personnes puissent voir cela, plutôt que tout le monde converge vers un seul style de jeu optimisé. C'est vrai, hein, avant d'affronter un boss de raid, en général, tu allais sur internet et tu cherchais quel est le meilleur paramètre, quel est le meilleur setup pour mon personnage pour affronter tel ou tel boss, et du coup, c'est vrai que ça cassait un peu le jeu. Question suivante. Xenoverse 1 et 2 vont très en profondeur dans l'histoire de Dragon Ball Z, et dans le 2 en particulier, on a beaucoup de Dragon Ball Super et tout ce qui vient après. Pourra-t-on voir quelque chose issu de Dragon Ball original dans Xenoverse 3, ou est-ce que le jeu va plutôt continuer avec Z ou Super ? Donc là, la question, elle demande en gros, est-ce qu'on verra des épisodes de Goku enfant ? Et donc Hirano y répond, excellente question. Eh bien, puisque le jeu se déroule à l'âge 1000, c'est un univers complètement différent. Je sais que vous parlez de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Ce n'est pas techniquement lié, mais nous savons aussi que les joueurs ont de grandes attentes. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Sous-entendu, je n'en dirai pas plus. Question suivante. Vous développez Xenoverse 1 et 2 depuis un moment, et vous êtes dans le monde de Dragon Ball depuis un moment. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore fait et que vous espériez faire dans Xenoverse 3 ? Le producteur répond, le nouveau monde et la nouvelle histoire sont passionnants. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu. Et quand on pense à l'implication de Toriyama Sensei pour aider à construire cela, il a tellement de design de personnages, de lore et de documentation, donc nous construisons son monde tel qu'il l'avait imaginé ensemble. Cela s'étend aux fans et au public. Plus il y aura de soutien, plus nous pourrons rester longtemps dans ce monde. En gros, je vous la traduis, ça veut dire plus vous crachez votre thune pour acheter des DLC, et plus nous on continuera à produire des DLC en gros. C'est exactement ce qu'il veut dire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a justifié le fait que Xenoverse 2 a duré 10 ans. Il a dit Xenoverse 2 a duré 10 ans parce que derrière, il y avait des gens qui soutenaient le jeu en achetant des DLC. C'est littéralement ça. Donc je continue, le producteur continue à dire
C'est quelque chose que je voulais faire, voir ce que cela ferait de vivre dans ce monde de l'âge 1000, une grande partie du gameplay de l'expérience se concentrera là-dessus. De la même manière, la possibilité de jouer avec plus de personnes simultanément, je pense que Xenoverse 1 et 2, il y a une limite maximale en matière d'interactivité et de nombre de personnes. Comme vous l'avez vu pendant la présentation, il y avait plus d'ennemis à l'écran et plus de joueurs à l'écran. Je pense qu'il y aura davantage de façons d'apprécier le jeu. Question suivante. En ce qui concerne les hubs entre Xenoverse 1 et 2, et l'expansion de leur fonctionnement, Xenoverse 3 se déroule, d'après ce que l'on peut voir, une grande partie du temps à Capsule Corporation. Est-ce que cela découle toujours des pouvoirs de la Kaioshin du temps, ou est-ce que ce sera seulement Capsule Corporation avec Bulma? Et là, Hirano-san lui dit « Votre ligne de question est tellement excellente que j'ai de moins en moins de choses à dire à chaque question. » En gros, ça veut dire « Vous posez des questions tellement pertinentes que moi je peux pas vous en dire trop, donc je vais pas trop vous en dire en fait. » C'est ça le truc. Et personnellement, pour avoir interviewé Hirano-san pour Xenoverse 1 et ensuite pour Xenoverse 2, d'ailleurs à plusieurs reprises à chaque jeu, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il dit ça, ça veut dire je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler l'histoire. Alors, si vous pouviez alors là c'est Hirano qui parle, le producteur, il dit si vous pouviez simplement revenir dans le temps en tant que membre de la patrouille du temps, alors vous reviendrez à ce moment précis et vous diriez haha. En gros, ça veut dire que la question du gars, elle est très très pertinente. Donc il faut voir ce que ça cache derrière. Moi je pense que la Kaioshin du temps, elle va avoir encore une fois un grand rôle. Voilà. Et j'ai mis cette image de Rome, alors je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle aura peut-être un certain rôle aussi, parce que ça c'est pas un avatar de la race de Majin Buu, je pense que c'est un avatar de type démon. Est-ce qu'ils vont faire des avatars de type démon pour un peu rendre hommage à Dragon Ball Daima? Je sais pas. Est-ce que c'est une descendante de la Kaioshin du temps, d'une certaine façon ou d'une autre? Pareil, je sais pas. Peut-être que ça n'a rien à voir. C'est juste une idée de ma part. Question suivante. Quelle est la chose dans la série Xenoverse que vous êtes vraiment impatient de présenter au monde, comme dans le 1 ou le 2? Le producteur y dit « C'était vrai pour Xenoverse 1 et 2, mais ce sera aussi applicable pour le 3 d'une certaine manière. Cette idée selon laquelle, au lieu de jouer Goku et Vegeta, les joueurs peuvent entrer dans le monde de Dragon Ball en incarnant un avatar. Je pense que c'est une nuance subtile, mais une très grande distinction pour moi. Et cette approche, où les joueurs peuvent sentir qu'ils sont vraiment immergés dans le monde de Dragon Ball, est une vision fraîche de la franchise, mais aussi dans le jeu. Je pense que le fait de pouvoir communiquer avec ces personnages, Goku, Vegeta et la GS Squad, donc c'est la Great Saiya Squad, je pense que c'est quelque chose que nous avons pu faire dans les épisodes 1 et 2, mais j'espère que nous pourrons en faire encore plus dans le 3. Je pense que c'était l'une de mes plus grandes contributions. Question suivante, Xenoverse 1 et 2 ont un problème précis. Les Saiyans sont des personnages trop surchargés, en gros trop boostés, et très joués. Y a-t-il un moyen de faire en sorte, dans Xenoverse 3, que les Terriens, les Namek et les Majin aient de vraies raisons d'être joués? Et franchement, faut pas se mentir, dans Xenoverse 1 et 2, on a quasiment tous pris la race des Saiyans, les gars. Simplement pour se transformer en Super Saiyan 1, 2, etc. Et aussi, la vraie raison, c'est qu'en fait, quand t'as atteint les transformations Beast ou même Ultra Instinct, finalement, la race Saiyan, elle est ultra boostée par rapport aux autres. Donc à cette question, Hirano y répond « C'est quelque chose auquel nous avons été très attentifs et prudents pendant le développement. En ce qui concerne l'étendue des possibilités de personnalisation des personnages, je ne pense pas que le mot « égal » soit tout à fait le bon, mais nous avons essayé de rendre cela aussi équilibré que possible sans perdre l'élément de plaisir. Comme vous l'avez vu pendant la présentation, il y a d'autres éléments et mécaniques comme le Soul Switching, grâce auquel certains joueurs pourraient peut-être personnaliser leur façon de combattre dans différentes situations. On pourrait presque avoir l'impression de contrôler deux personnages différents. Donc pour rappel, le Soul Switching, c'est le fait de switcher votre avatar avec un personnage célèbre de Dragon Ball, genre Trunks ou Vegeta. Ou peut-être d'en renforcer un pour continuer ce type de combat. La personnalisation est quelque chose pour laquelle nous avons essayé de donner aux joueurs le plus d'outils possible afin qu'ils puissent être qui ils veulent être. Question suivante. Avec le Soul Switching, dans Xenoverse 3, est-ce quelque chose que l'on pourra faire avec n'importe quel autre personnage, ou cela viendra-t-il d'une sélection de personnages prédéfinis pouvant être utilisés uniquement pour le Soul Switch? Le producteur répond « Attendez les prochaines révélations avec impatience ». Question suivante, compris, à déterminer donc. Je vais terminer avec deux autres questions. Tout au long de votre parcours sur la série Xenoverse, quelle est la chose que vous avez été heureux d'apprendre et avec laquelle vous avez grandi grâce à Xenoverse? Et là, le producteur répond « J'ai bien sûr été impliqué dans la série Xenoverse depuis le début, mais aussi dans Dragon Ball FighterZ et dans Dragon Ball Z Kakarot. En faisant cela, je pense qu'une prise de conscience que j'ai eue,
c'est que le nombre de personnages dans un jeu Dragon Ball est important. Je pense que la série Xenoverse en particulier m'a donné une nouvelle perspective et a presque révélé cette idée selon laquelle les gens veulent jouer, interagir et entrer en contact avec l'univers Dragon Ball différemment et pas simplement incarner ces titans dans ce monde. J'avais cette hypothèse selon laquelle les joueurs voulaient entrer dans ce monde et jouer en tant qu'eux-mêmes, en tant qu'avatar. Donc je pense qu'en créant Xenoverse et en voyant les réactions des joueurs, c'est presque comme si mon hypothèse avait trouvé une réponse et s'était révélée vraie. J'ai aussi reçu une grande variété de réponses et de retours de la communauté. Question suivante. Pour moi, le jeu qui m'a donné envie d'entrer dans l'industrie du jeu vidéo était Kingdom Hearts 2. Quelque chose qui m'a donné envie d'apporter quelque chose à cette industrie. Y a-t-il un jeu comme ça pour vous ? Y a-t-il un moment dans votre vie où vous vous êtes dit « Je veux être dans cette industrie du jeu vidéo ». Et là, Masayuki Hirano a répondu « Le jeu Live Alive ». Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Donc là, je vous ai mis une image parce que perso, je le connais pas du tout. Mais ça a l'air d'être un jeu en 2,5D. C'est un peu étonnant parce que Masayuki Hirano, il est dans l'industrie du jeu vidéo depuis très très longtemps. Donc voir un peu ce jeu-là en 2,5D, je pense que c'est assez récent. Peut-être qu'il parle d'un ancien jeu. Ouais, et ça doit être le remake. En fait, j'ai dû vous mettre l'image du remake. Je suis désolé. Question suivante. Oui, je sais de quel jeu c'est. Et nous avons récemment eu droit à un remake. Ah bah voilà, c'est bien le remake dont on parle. Alors le producteur y répond, quand j'étais très jeune, certains jeux faisaient tous des gros titres comme Final Fantasy, Romancing Saga. Ces jeux avaient de grandes histoires, mais pour moi, Live Alive a été la première fois où un jeu vidéo m'a vraiment fait pleurer à travers son histoire. J'ai vécu un immense mouvement émotionnel, c'était la première fois. Je veux dire, dans les films et les romans, cela m'arrive, mais ce jeu m'a fait comprendre qu'il était possible de proposer le même voyage émotionnel ou quelque chose d'encore plus grand avec un jeu vidéo. Question suivante. Cela a du sens pour moi maintenant, quand on pense aux mécaniques liées au temps dans les jeux Xenoverse. Merci beaucoup à Masayuki Hirano pour cette interview, et pour tout ce qui a été montré lors de la présentation. Alors on rappelle que Dragon Ball Xenoverse 3, il est actuellement prévu pour 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Alors vous pouvez être certain qu'il arrivera sur Switch 2, c'est qu'une question de temps, mais vu les graphismes qui cassent pas des barres non plus, qui sont très beaux, attention, qui sont très très beaux, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, vous pouvez être certain qu'un portage Switch arrivera bientôt. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette interview, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes plutôt chaud ou pas ? Je pense que dans la majorité, les gens sont plutôt convaincus. J'en ai vu qui trouvent ça horrible, qui trouvent le jeu dégueulasse, et qui voient vraiment pas du tout comment on peut jouer un jeu comme ça, etc. Mais bon, je pense que les gens, ils râleront toujours, en tout cas, quoi que tu leur proposes, ils râleront toujours. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout vous, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant ? Et moi, je vous dis à très bientôt, parce que là, je vais vous relayer une deuxième interview. Ciao !